Nous sommes en direct sur YouTube et LinkedIn. Super. Est-ce qu'il y a Donc, des Annie, gens, je te laisse la parole. est-ce qu'il y a des gens qui se joignent, François? On est correct pour partir maintenant? On part tout de suite. On part tout de suite? Parfait. Donc, bonjour tout le monde! Bonjour Bonjour. François, bonjour ceux qui sont en ligne, ça fait plaisir. Alors, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se joignent. François, on va peut-être donner quelques secondes encore finalement. Alors, si ça te va. Ce serait peut-être apprécié que vous fermiez vos micros juste pour être certain qu'il n'y ait pas d'interférence d'aucune façon. Puis quand vous intervenez à ce moment-là, on les ouvre. Super. Donc, François, tu me le dis si tout le monde est entré. On est prêt. On est prêt? Super. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, vous le savez, on a eu une animation la semaine dernière qui portait sur l'humain au cœur de la transformation. Alors, l'humain au cœur de la transformation, je mentionnais que pour moi, il y a 3 mots importants dans le titre de nos animations, dans cette animation-là qu'on poursuit cette semaine, tellement la thématique a été documentée. Le micro est fermé, Annie. Tu m'as désactivé mon micro, François? Désolé. Je te laisse poursuivre. C'est bon. Alors, je parlais qu'il y avait 3 mots importants dans notre titre, le titre de notre animation qu'on poursuit cette semaine, qui s'appelle L'humain au cœur de la transformation. Alors, on parle d'humain, on parle de cœur et on parle de transformation. Alors, la semaine passée, d'entrée de jeu, pour ceux qui ont manqué notre animation, on a parlé que, dans le fond, l'humain au sein des organisations ou dans sa vie est toujours à la recherche de sens. Alors, ce qui l'anime, c'est d'avoir un sens dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Et le sens doit également être présent dans ce qui lui est imposé. Donc, quand l'organisation donne des directives ou s'en va dans des avancées vers des avenues de gestion, il faut que l'humain trouve son sens pour qu'il puisse y adhérer et se sentir bien. Puis dans les faits, l'humain est à la recherche de bonheur. Alors le sens doit venir pour une contribution à un meilleur état d'être, un plus grand bonheur. Et ça, je le mentionne, je trouve que c'est important de le rapporter parce que ce n'est pas seulement au niveau des employés, c'est également au niveau des gestionnaires d'organisation, des propriétaires d'entreprises qui ont ce désir-là de construire une organisation dans laquelle il va y avoir une suite, dans laquelle il va y avoir une avancée, puis du développement futur pour des besoins, dans le fond, de rentabilité, mais aussi des besoins de continuité à long terme en gardant le plus possible sa main-d'œuvre, ses gens heureux, puis en attirant également de la main-d'œuvre dans un contexte, entre autres, de grande pandémie qu'on vit présentement. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas, François, la caméra, je ne la vois pas sur moi. Elle est sur toi. Je ne sais pas si l'enregistrement va sortir avec ma vidéo à moi, mais voilà. Donc, j'aimerais peut-être aller d'entrée de jeu, faire intervenir quelqu'un avec qui j'ai discuté suite à l'animation de la semaine passée, qui est quelqu'un qui nous suit à Change ta réalité. Elle n'était pas présente la semaine passée, mais elle a écouté l'enregistrement. C'est Marie-Nathalie Paré. Et Marie-Nathalie m'a donné des commentaires extrêmement intéressants sur des travaux qu'elle a fait dans son passé. Et je lui ai dit, écoute, ça te tenterait-tu de nous en parler? Alors, elle a accepté. Elle va venir nous parler un peu du travail qu'elle a fait dans le passé qui vient appuyer ce qu'on dit à Change ta réalité. Alors, si ça te va, Marie-Nathalie, je te donnerai la parole. Bien sûr, merci Annie de me permettre de parler de mon expérience. Ce qui m'a accroché la semaine passée, c'est le fait que tu dises que l'humain est important. Oui, d'un point de vue
de nos sentiments, on peut penser que c'est important. Mais ce n'est pas seulement important pour chaque personne, c'est important pour l'organisation et il peut avoir des résultats très, très concrets. Il y a quelques années, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'influence de la gestion globale sur la sécurité, donc la fréquence et la gravité des accidents. Donc, quand on dit gestion globale, on parle de philosophie managériale, de vision, de valeur. Et ce qui m'a amené à regarder les autres recherches dans d'autres secteurs. Et la gestion globale, c'est l'implication de la haute direction, les méthodes de gestion, la qualité de la formation, la supervision. Donc, la gestion globale peut avoir une influence sur la gestion des ressources humaines. Et quand quand la gestion globale n'est pas basée sur des valeurs humaines, ben, ça entraîne au niveau de la gestion des ressources humaines des insatisfactions, des motivations, burn-out, etc. Et quand on est dans le domaine des relations de travail, ben, ça entraîne des insatisfactions, des griefs et puis toutes sortes de problèmes en ce sens-là. Et dans ma recherche, la conclusion qui est ressortie à 60% de fiabilité, c'est certains éléments, certains facteurs qui ont une influence négative sur la fréquence, la gravité des accidents, puis surtout les autres systèmes de l'organisation. C'est par exemple les communications écrites. C'est bien les communications écrites, mais le plus important, comme tu me disais la semaine passée, ce sont des communications verbales, de voir une personne à la fois, de leur parler, de ne pas se cacher derrière un écran ou un document écrit. Un autre élément qui est très négatif, c'est la rémunération-rendement. Donc, pourquoi que c'est négatif? Parce que ça veut dire que l'entreprise ne cherche que le profit. Vite, 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 vite. Donc, des fois, il prend des petits raccourcis, puis il s'occupe moins des humains que de ses objectifs. Et la gestion, quand on parle dans la gestion, on dit souvent que des bons gestionnaires sont à la fois axés sur la tâche et sur l'humain. Donc, quand les gestionnaires ne sont axés que sur la tâche, ça veut dire qu'ils ne sont pas axés sur l'humain. Donc, là, les résultats peuvent être négatifs à tous les points de vue. Et les facteurs qui ont vraiment un impact positif, tu en as parlé la semaine passée. L'importance accordée aux travailleurs dans le processus de gestion, la considération de l'entreprise envers ses travailleurs, les communications informelles, donc parler aux gens, ça c'est très, très important, les formations en relations humaines, la supervision, préoccupation pour la motivation des gens ou la démotivation. Donc, ça résume un peu ça. C'est vraiment des résultats qui ont été... c'est des faits probants au niveau de la recherche. Et puis, je pense que tous les deux, vous allez être en mesure de confirmer que vous avez observé la même chose aussi. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Nathalie, pour ta contribution. Puis Marie-Nathalie, je tiens juste à le dire, tu ne l'as pas mentionné, mais elle œuvre en DRH, au niveau en gestion des ressources humaines. Donc, elle a sa propre entreprise et elle fait du recrutement à l'étranger et tout. Je vous invite à vous lier à elle si vous avez des intérêts dans ce sens-là ou pour la connaître davantage. Donc, merci Marie-Nathalie. Puis ce qui m'interpelle beaucoup dans ton propos également, puis je n'ai pas beaucoup parlé, c'est le fait d'être présent au terrain, d'être présent même comme gestionnaire de haut niveau, d'aller marcher le terrain. Moi, je le faisais systématiquement. Je prenais un 10-15 minutes à tous les jours pour aller voir mes gens, aller m'intéresser à ce qui se passe. Puis si ça n'allait pas, jamais le savoir tout de suite, pour être en mesure rapidement de mettre en place des mesures pour éliminer justement les freins ou les blocages, puis régler les problèmes au fur et à mesure. Donc, c'est vrai, ça, c'est vraiment un aspect important de ça. François, mon cher, est-ce que tu aurais à ajouter jusqu'ici? Eh bien, je vais ouvrir mon micro. Mais t'inquiète pas, là, la vidéo tantôt était vraiment sur toi. Fait que des fois, le système nous joue des tours un peu. Mais écoute, oui, Marie-Nathalie, tu soulèves plusieurs points. Puis ce qu'il faut considérer, là, c'est est-ce qu'on transmet de l'information ou encore on est dans un processus de communication? Parce que l'information fait partie de la communication, mais je transmets une information. Il peut y avoir une interprétation ou la communication qui tient de l'information peut être interprétée de différentes façons par les personnes concernées. Puis également, l'information est de masse. Donc,
souvent, ce n'est pas toutes les personnes qui se sentent interpellées par le sujet, par la communication, et ça peut laisser des zones grises. La semaine dernière, je pense que c'est toi qui soulevais l'importance de l'empathie. Donc, l'empathie est une des clés très importantes dans le contexte actuel et ça devient une compétence à développer en entreprise qui est prioritaire pour les prochaines années. Comme je mentionnais, c'est que dans un monde qui est évolutif, dans un monde qui va utiliser de plus en plus de technologies, dans un monde qui va être de plus en plus tourné vers l'intelligence accélérée. Donc, il reste qu'en arrière de tout ça, l'humain a une grande capacité de pouvoir s'adapter quand on lui permet de pouvoir trouver sa place à l'intérieur de tous les processus de changement. Donc, à défaut de le considérer adéquatement, à défaut de l'amener dans le processus de transformation, à ce moment-là, on va connaître de la résistance au changement. Ce n'est pas que les gens, de nature, selon moi, sont résistants d'entrée de jeu au changement. C'est la façon dont on va communiquer et supporter la personne dans le processus de changement avec une communication qui est efficace, efficiente, qui va faire une très grande différence. Donc, tu as soulevé un très bon point. Un autre point que tu as soulevé aussi, puis je te rejoins là-dessus, c'est la recherche pratiquement absolue de beaucoup trop d'entreprises et d'organisations, parce que tant dans le domaine public que dans le domaine privé, on vise des résultats. Et quand on vise des résultats, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut en avoir. Par quels moyens, par quelles conséquences? Parce que d'avoir des résultats, il peut y avoir des conséquences. Il y a des gens qui peuvent se brûler au travail. Il y a des gens qui peuvent être déchirés, ne pas se retrouver, se sentir blasés, dépréciés, dévalorisés. Donc, moi, je préconise davantage, plutôt que de parler de résultats, de parler de processus. Donc, comment on peut travailler sur les processus, autant au niveau personnel, organisationnel, d'équipe, qui vont nous mener de toute façon à avoir des résultats au lieu de focusser spécifiquement sur le résultat. Donc, de travailler sur les processus, je crois, c'est beaucoup plus payant et rentable à long terme pour tout le monde que de travailler uniquement sur des résultats. Voilà pour ma petite partie à moi, Annie. Merci beaucoup, François. Donc, c'est ça. Lors de l'animation, la semaine dernière également, il y a eu des questions très intéressantes qui ont été amenées à la toute fin, puis on n'a malheureusement pas eu le temps d'élaborer davantage sur les thématiques. On va avancer vers répondre à ces préoccupations-là. En fait, il y a été question des réorganisations, entre autres dans le réseau de la santé. C'est Joanne qui avait amené cette préoccupation-là, de dire que depuis longtemps, entre autres, dans le réseau de la santé, mais ça fait partie également du réseau de l'éducation, ça fait partie également des préoccupations des grandes organisations, des grandes entreprises. C'est de se réorganiser continuellement pour essayer de trouver des avenues pour être plus rentable, pour être plus efficace, pour être, plein de choses. Et dans le fond, le réseau de la santé, justement, que j'ai vécu, a vécu beaucoup ça, si je parle de mon expérience. Et en fait, j'étais dans le réseau de la santé de 2002 à 2021, donc 19 ans. Et des réorganisations, je peux vous dire que j'en ai vécu. J'en ai vécu des nationales, mais j'en ai vécu également beaucoup des locales et des régionales. Et ce qu'il arrive, c'est que quand on est dans un contexte de réorganisation, ce qu'il faut savoir, c'est que ça impacte les personnes. Une seule réorganisation impacte les personnes pour plusieurs mois à venir, parce que ça crée justement une incertitude, un malaise. Le sens n'est plus là. Les gens se questionnent, mais qu'est-ce qui va advenir de moi? On pense faire quoi, de la réorganisation? Dans quel sens on la pense? Juste de dire le mot réorganisation amène une inquiétude chez les personnes. Par la suite, ça se met en place. Le sens se trouve un peu moins parce que les gestionnaires quittent. Puis on a fait beaucoup ça souvent dans un contexte où justement, il y a eu des départs à la retraite de gestionnaires. On réorganise pour essayer parce qu'on manque de gens, parce que plein de raisons. Donc, la modalité de réorganisation, quand elle n'est que pensée dans un but de récupérer des sous, puis en se disant on va le réinvestir, puis ça va être au service davantage des individus, mais le réseau de la santé a eu de la difficulté à aller vers ça, et beaucoup ont de la difficulté à aller vers ça parce que dans les grandes organisations, très souvent, il y a tellement de besoins autres, de projets à mener
qui en vient souvent que même si on pense faire une réorganisation qui va répondre au terrain, c'est souvent pas ce qu'il arrive parce qu'on a besoin d'acheter des équipements, parce qu'on revoit des processus, parce qu'on revoit plein de choses. Alors là, le mot réorganisation, dans le fond, souvent perd son sens pour la majorité des travailleurs parce que justement, c'est rarement, dans le fond, pour un meilleur bien-être de leur situation. Alors, c'est important, donc, quand on dit mettre l'humain au cœur de la transformation, c'est quand on pense à une transformation, vraiment de penser, c'est quoi l'impact sur mes travailleurs, comment je les sécurise, en quoi je les informe, quelles sont les avenues que j'envisage, est-ce que c'est d'améliorer les processus, est-ce que c'est, mais tu sais, il faut que ça touche l'humain derrière. Donc, le sens est important, le bonheur est important au travers de ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais apporter par rapport aux réorganisations. Un autre point qui a été apporté, qui était hyper intéressant, puis on commence à en parler au Québec, c'est le retour au travail de nos aînés, de nos gens retraités, qui est une main-d'œuvre extraordinaire, qui a quitté leur fonction pour s'en aller vers la retraite, mais qui demeure vraiment des gens, un bassin de travailleurs hyper intéressant. J'ai une expérience avec les retraités, c'est-à-dire que j'étais à l'automne 2020, en fait, j'étais à la santé publique de la capitale nationale, du sud de la capitale nationale, j'étais gestionnaire là. Et rapidement, on m'a demandé de devenir gestionnaire d'une équipe d'enquêteurs de la santé publique, dans le fond, puis c'est l'enquêteur qui faisait les enquêtes des contacts des cas COVID positifs. Et il s'avère que l'équipe qui était en place, c'était des policiers retraités de la ville, de la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada. C'était des policiers retraités qui s'étaient inscrits sur Je contribue et qui ont été engagés pour jouer ce rôle-là, dans le fond, à faire les enquêtes de santé publique, mais pour les contacts. Alors, je deviens responsable de cette équipe-là. Je commence à 12 employés. On me dit, il faut que tu montes à 100 employés. Alors, d'octobre à janvier, j'ai monté à 100 employés l'équipe. Et ce qu'on recrutait majoritairement, c'était justement des policiers retraités, des gens ou des pompiers retraités ou des gens qui avaient cette habileté-là à faire des enquêtes. Donc, j'ai travaillé avec cette merveilleuse équipe, majoritairement masculine, je dois vous le dire. Alors, j'avais des femmes, peut-être 25 de femmes, le reste était majoritairement des hommes. C'était une expérience extraordinaire. Des gens merveilleux, des gens qui reviennent travailler parce qu'ils ont le désir de contribuer à quelque chose, ils ont le désir de redonner. Ils le font pour un sens qui les stimule à revenir travailler. Et dans ce contexte-là, je dois vous dire, mon expérience a été à l'effet que c'était pas tout le monde qui était capable de revenir travailler à la santé publique parce qu'on avait 4 systèmes d'information différents qu'ils devaient rapidement s'apprivoiser et intégrer, connaître, agir, être agile pour passer d'un système à l'autre. Également, il n'y avait pas toujours la vivacité d'esprit pour jouer le rôle qu'ils devaient jouer. J'avais des gens qui étaient des jeunes cinquantenaires jusqu'à des gens de 70 ans et j'ai eu de ces employés-là dans toutes les tranches. Donc, ce que je veux apporter, c'est que c'est une main-d'œuvre extraordinaire. J'avais des gens là-dedans extrêmement qualifiés qui étaient des commandants à GRC, des chefs de police, des chefs de toutes sortes d'affaires, hyper intéressants, hyper dynamiques, avec des compétences de toutes sortes, en informatique, en plein de choses. Alors moi, c'était vraiment d'aller les connaître rapidement, d'essayer les talents pour les mettre dans des rôles clés dans mon équipe que j'ai eu à construire en si peu de temps. Mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est que les retraités qui vont avoir le désir de revenir travailler vont chercher du sens. Ils ne voudront pas revenir dans un contexte de travail semblable à ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont quitté. Ils ont besoin de sens, ils ont besoin de savoir ce qui est attendu d'eux, ils ont besoin d'avoir des compétences qui soient utilisées dans ce qu'ils font. Ils ont besoin donc de donner un sens, mais aussi de faire quelque chose qui les inspire, parce qu'ils ne reviendront pas travailler pour des raisons financières. Ce n'est pas ce qui les motive. Ils sont rendus ailleurs. Alors, c'est vraiment, dans le fond, si on a le désir d'aller vers ça, il faut savoir qu'il faut bien canner c'est quoi le besoin qu'on a en main-d'œuvre. C'est-à-dire que la description de fonction soit claire,
qu'on mette en place des modalités pour accompagner le développement, la formation. Moi, c'est tout en place, la formation rapide et savoir aussi, j'ai eu des deuils à vivre parce que j'accueillais des gens pratiquement toutes les semaines tellement il fallait que je fasse ça vite. Il fallait que j'en congédie après 2, 3 jours, 4 jours de formation parce que c'était clair pour moi qu'ils ne répondraient pas aux attentes que j'avais, puis il fallait que rapidement ils soient fonctionnels. Donc, cette réalité-là, elle embarque également. Alors, c'est une main-d'œuvre super intéressante auquel il faut s'attarder, mais il faut aussi bien comprendre qu'ils vont avoir un intérêt de travail qui ne sera pas le même de quand ils étaient justement en fonction. Puis bon, voilà. Par rapport à ça, c'est sûr que je vois aussi que les directions de ressources humaines doivent évoluer pour favoriser justement, avant le départ à la retraite, une période qui permet le transfert de connaissances, qui permet le pairage et l'accompagnement. On sait que ça prend une année pour mettre en place une ressource et qu'elle soit efficace dans ses rôles et fonctions. Alors, cette année-là, si on peut la diminuer par le fait qu'elle puisse être accompagnée par quelqu'un qui va aller à la retraite. Alors, il faut vraiment changer de mentalité et en venir justement à permettre que ce transfert de connaissances-là puisse se faire. Puis souvent, on attend la dernière minute, on attend que la personne soit partie avant même de faire l'affichage pour doter le poste. Ça amène des coûts énormes, ça, pour les organisations. Voilà, François. C'était ce que j'avais à dire. As-tu à ajouter à cela? Ben, j'ajouterais, Annie, ce que tu as dit, c'était très pertinent. Non seulement ça ajoute des coûts, mais ça démotive les gens à l'interne de voir une personne avec une grande expérience partir avec tout son savoir et puis ben, on perd le contact et puis si on essaie de la ramener au bureau, au travail 6 mois, 1 an plus tard, ben, elle ne veut plus. Ça aurait été le temps de le faire avant qu'elle parte pour qu'elle prenne un engagement, que nous, on prenne un engagement vers elle. Et là, on aurait pu faire profiter les plus jeunes. Donc, c'est malheureux. Absolument, merci. Tu soulèves un bon point, Marie Napali aussi. Tu vois, j'étais chez un client la semaine dernière. Lundi, il communique avec moi pour me dire que la personne, en tout cas du moins, une des personnes clés les plus importantes dans son organisation est arrivée lundi dernier pour lui annoncer qu'il prenait sa retraite au 1er avril. La retraite devait être dans 3 ans, mais le monsieur, disons qu'il y a eu des entrées d'argent imprévues et de façon substantielle. Donc, pour lui, il dit, écoute, c'est correct, je m'en vais comme ça. Puis là, j'ai mon dirigeant, mon propriétaire d'entreprise qui est un peu pas mal déstabilisé. Puis il dit, écoute, François, il dit, écoute, là, on arrive avec le déploiement de technologie. Tu sais, il a tout fait, son audit numérique, son virage, sa transformation numérique est en cours de route. Puis il dit, cette personne-là, écoute, ça va être terrible. Terrible pour l'organisation, le fait qu'elle parte. Je ne peux pas lui dire, ben non, tu ne prends pas ta retraite. Il dit en même temps, le point que tu viens de toucher, les membres de l'équipe qui se fichent sur cette personne-là. Fait que là, je lui disais, mais écoute, il n'est pas mort, il est encore en vie. Pourquoi tu ne verrais pas avec lui, OK, une période de transition, puis qu'il devienne un peu comme consultant et qu'il vienne ponctuellement à l'intérieur, tu sais, puis tu le soulèves dans ce que tu dis, là. Donc, ponctuellement, reviennent. Mais il a accepté, sauf pour 2 mois durant l'été où il y a un voyage aux États-Unis avec son motorisé, mais il a accepté de rester dans l'entreprise à raison de 2 jours et demi semaine, puis d'être le consultant pour les autres personnes, la future personne qui va prendre le rôle, puis les autres personnes dans l'entreprise. Donc, tu vois, ça vient calmer, atténuer l'espace qui est laissé par cette personne-là. Donc, de faire preuve de créativité, d'imagination, là, ça a sa place. Et pourquoi je parle de ça, c'est que chez l'humain, et en lien avec ce que Annie mentionnait tantôt, des personnes qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui ont encore le goût et l'énergie de s'impliquer et de s'investir, comment on peut faire pour faire de la place à ces humains-là à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise? Ce qu'il faut savoir, Annie soulevait tantôt à plusieurs reprises que l'humain a besoin d'avoir du plaisir. Donc, l'humain est un être d'énergie, c'est un être de plaisir. Si on n'a pas de fun, là, à moins d'être masochiste, là, on va casser à quelque part. Donc, il y a Hudson
Peut-être que vous connaissez les cycles de Hudson, mais Hudson, qui est un psychologue, donc, qui lui a travaillé sur vraiment les pôles d'énergie. Qu'est-ce qui met un humain en énergie? Donc, dans les pôles d'énergie de l'humain, là, on va parler de puissance personnelle. La puissance personnelle, c'est la confiance, l'affirmation puis l'estime de soi. Donc, j'arrive à l'intérieur d'un rôle. Est-ce que je suis confiant de pouvoir m'intégrer, m'impliquer et contribuer? Après ça, bien, il y a la réussite. La réussite, là, ce n'est pas les piastres, ce n'est pas les résultats, c'est se réaliser. Donc, ce que je fais, là, OK, ça me permet de me réaliser et ça me permet d'avoir un apport, un ajout, là où j'arrive dans l'organisation. Après ça, on va parler chez l'humain toujours de l'intimité. L'humain a besoin d'être aimé. Donc, d'avoir une relation dans laquelle il va se sentir aimé, apprécié, valorisé. Un autre aspect, la créativité, le jeu, donc la spontanéité. Si je suis obligé de faire attention aux mots que j'utilise, je vais fermer mon série, si je suis obligé de faire attention à ce que je dis, comment je vais vulgariser, comment je vais m'exprimer face à quelqu'un, mais à ce moment-là, la spontanéité n'est pas là. Puis c'est la même chose à l'intérieur de mon exécution dans mon travail. Et Annie a soulevé un point important tantôt, c'est la quête de sens. Ce que je fais, si ce n'est pas utile, si je sens que ce n'est pas utile et que ça ne contribue pas, okay, c'est dévalorisant au bout. Donc, tourner des feuilles de papier, puis exécuter des tâches, puis sentir que c'est banal puis que ça n'apporte rien. Donc, ce n'est pas ça qui va me stimuler. Et après ça, bien, c'est la contribution. Donc, la contribution, c'est vraiment de donner au suivant, qu'on sente qu'on contribue à une cause, qu'on contribue à quelque chose. Donc, selon Hudson, 3 de ces pôles d'énergie-là sont importants chez l'humain, d'être majoritairement élevés. Ils n'ont pas besoin d'être dans l'ordre, dans le désordre, pour faire en sorte qu'un humain se sente bien dans un rôle et qu'il puisse s'accomplir et qu'il puisse avancer et contribuer d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'organisation. Voilà, Annie. Merci beaucoup, François. Puis là, j'ai lu le fil des questions. Il y a plusieurs éléments qui ont été apportés. J'aurais envie, premièrement, je vais vous partager quelque chose. Ce que je vais vous demander, c'est que François et moi, on a réellement le désir d'être présents à vos préoccupations. Et jusqu'ici, on a pensé nous-mêmes, on a une série de thématiques qu'on a envisagées, mais on aurait un désir de répondre à vos intérêts. Donc, s'il advient, j'aimerais ça qu'à la fin, vous nous mentionniez des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. On va pouvoir les inspirer, puis ça va davantage toucher à votre réalité, à vos intérêts à vous de thématiques. Ça nous fera plaisir d'être stimulés par des thématiques qu'on n'aurait même pas envisagées jusqu'ici. Donc, première des choses. Deuxième des choses, en fait, je voulais laisser l'espace à ceux qui sont présents. S'il y avait des questions, s'il y avait des compléments d'informations que vous souhaitiez ajouter, ça nous ferait plaisir de vous laisser cet espace-là. Il reste quelques minutes, il reste 5-7 minutes environ encore. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient intervenir? Bien, le sujet que tu as abordé, Annie, pour le retour au travail des retraités, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Je pense que c'est un bassin de main-d'œuvre qui est sous-exploité. Puis souvent, on prend les retraités pour leur faire des petits boulots moins intéressants, alors qu'ils ont eu une carrière extraordinaire. Donc, on n'est pas obligé de leur offrir le même poste, mais on peut leur offrir d'autres défis. Et quand j'entends des employeurs me dire, quand je fais aussi de la chasse de tête, donc quand on me dit, puis moi, si c'est des candidats expérimentés, moi j'aime ça, c'est du bonbon. Et par contre, certains employeurs me disent, ah, mais écoute, à 40-45 ans, on est en fin de carrière. Je trouve ça dramatique et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on réagit comme ça. Donc, peut-être qu'il faudrait informer, éduquer, sensibiliser les employeurs à la main-d'œuvre retraitée. Je pense que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de plusieurs réunions, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. Donc, comme on se l'est dit avant la rencontre, souvent, c'est la mode du recrutement international. C'est bien, mais ce n'est pas une panacée. Il y a bien des choses qu'on peut faire pour attirer, retenir, motiver. Et puis, il n'y a pas que le salaire non plus. Donc, ça pourrait être un autre sujet qui pourrait être abordé, en tout cas, qui me plairait.
Absolument. Merci, Marie-Nathalie. Puis par rapport à la main-d'œuvre, en fait, je lisais cette semaine un article qui parlait du Japon, où le Japon a justement vu venir la pénurie de main-d'œuvre et ils ont été précurseurs pour justement favoriser le maintien au travail des gens âgés. Et eux, dans le fond, c'est les 60 à 75 ans. Ils ont mis en place des modalités fiscales là, pour permettre le maintien au travail de ces gens-là. Puis c'est sûr qu'au Japon, la mentalité est un peu différente d'ici, c'est-à-dire que les aînés sont vénérés. C'est des gens qui sont, dans le fond, sont respectés. Alors, on a moins ça ici, mais quand même, je pense que, je vous le dis, là, moi, l'expérience que j'en ai eue avec mes policiers retraités, là, ça a été extraordinaire. De voir les talents qu'il y avait autour de la table, c'était extraordinaire. Puis, bien souvent, là, c'est eux qui m'inspiraient pour les mesures à mettre en place pour éliminer tous les écueils ou tous les goulots d'étranglement qu'il pouvait y avoir dans les processus. Alors, c'était vraiment génial. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient le désir de commenter. Gênez-vous surtout pas. Vous pouvez nous écrire aussi, dans le cas où l'idée ne vous vient pas sur le moment présent, nous écrire puis nous faire des suggestions. Vous pouvez toujours venir sur soit la page LinkedIn d'Annie ou la mienne ou encore sur la page Facebook de Change ta réalité. Également, mais écoute, j'en profite pendant que vous êtes peut-être en train de réfléchir un petit peu à un sujet ou à quelque chose à nous suggérer. J'ai vu tantôt dans le chat, je crois que le lien ne fonctionnait pas bien pour tout le monde. Donc, est-ce que vous êtes plusieurs personnes à avoir eu la difficulté à rejoindre le Zoom? Juste oui? Pour vous laisser savoir, on ne pouvait pas cliquer sur le lien. Donc, j'ai vraiment fait un copier-coller dans le site web en espérant que ça fonctionne. Ça a fonctionné. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être perdu des joueurs parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une alternative. OK, c'est bon. On va en prendre note pour les prochaines séances, mais c'est la première fois que ça se produit, mais on va éviter que ça se reproduise. Merci. Donc, suggestion par rapport à nos thématiques. Je disais à Annie tantôt, moi, j'aimerais ça qu'on nous challenge, qu'on nous donne un sujet qu'on ne s'attend même pas. On a une liste, là, mais qu'on ne s'attend même pas. Donc, un sujet là, qui puisse venir nous faire travailler plus fort que d'habitude pour la semaine prochaine ou les prochaines semaines. Donc, sentez-vous bien à l'aise. Si vous en avez, gênez-vous pas. Et en attendant, Annie, est-ce que tu avais des choses à ajouter en complément de notre rencontre aujourd'hui? Pas tant en complément, si ce n'est que vous savez qu'on aime toujours ça, vous laisser avec un travail à faire. Mais aujourd'hui, le travail à faire est vraiment différent. C'est-à-dire que François et moi, ce qu'on a le désir, c'est d'être des précurseurs, d'être des transformateurs de pensée dans l'esprit des gestionnaires, des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, des dirigeants de haut niveau. Puis, jusqu'à maintenant, en fait, ça fonctionne, on intéresse des gens, mais ce qu'on souhaiterait, en fait, si vous appréciez nos animations, s'il vous plaît, parlez-en, commentez nos publications quand on le pose. Vous avez été présents pour que ça fasse du bruit, pour qu'on en vienne davantage à ce que les préoccupations viennent à l'esprit des hauts dirigeants, puis qu'on en vienne justement à instiguer cet intérêt-là dans l'esprit des hauts dirigeants, des leaders, des gestionnaires, qu'il faut commencer à allumer cette étincelle-là de changement et de transformation humaine en eux. Parce que c'est par là que la transformation va s'opérer sur le terrain, dans les organisations. Alors, notre travail, ce qu'on souhaiterait que vous fassiez, s'il vous plaît, commentez, partagez, aimez, parlez-en à votre réseau, faites en sorte que le message soit diffusé pour qu'on vienne à polluer plus de gens possible, polluer positivement parce que c'est notre souhait d'être des instigateurs positifs de transformation. As-tu ajouté, François? Ton micro. Nancy qui vient de lever la main. Donc, oui! Nancy. Oui, bonjour. Mais merci, c'est une première. Moi, c'est Marc Nadeau qui m'a invité personnellement. Puis j'ai beaucoup apprécié. Je voulais d'ailleurs que ma collègue suive, puis elle a eu la problématique. Alors, je me demandais si c'était enregistré, si on pouvait aller revoir l'entrevue. Oui. C'est à quel endroit qu'on va pouvoir le retrouver?
Tout à fait. Sur la page LinkedIn, je vais rediffuser l'enregistrement parce que là, il est sur LinkedIn. J'ai mis une communication tantôt. Donc, cliquez sur la communication, ça amène directement à ma page YouTube. Et sur ma page YouTube, il y a une section Change ta réalité où tous les enregistrements des précédentes semaines figurent avec la thématique qui est mise sur chacune. Donc, on a fait un webinaire sur le bonheur, entre autres. Donc, il y a différentes thématiques. La résilience. Il y en a plusieurs. On est rendu à notre 11e animation aujourd'hui. J'aurais un sujet pour vous, s'il n'est pas déjà été abordé, parce que je suis confrontée, mais pas je suis confrontée, moi, ça va bien de ce côté-là, mais je réalise que mes gestionnaires sont confrontés à la réalité, le choc des générations. C'est vraiment la nouvelle, c'est ça, la relève qui s'en vient, mais avec leurs idées, l'équilibre de vie versus le travailleur qui ne comptait pas ses heures puis qui n'aurait jamais dit non à un patron il y a 30 ans. C'est quelque chose que j'ai déjà fait comme formation, mais c'est un sujet qui est encore de plus en plus d'actualité, là, je pense. Super, ça m'anime, ça, j'aime ça, absolument. On en prend note, Nancy, puis je te dirais qu'en plus du choc des générations, moi, je dirais que c'est le choc des croyances. Oui, définitivement. Oui, parce qu'il y a les générations, mais il y a les croyances qui prennent racine d'une génération à l'autre. Donc, c'est sûr que ça peut brasser un peu au niveau des émotions et des ressentis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois qu'il y en a certains qui ont ouvert leur caméra. Non, ça va? Parfait. Donc, écoute, Annie, pour le mot de la fin pour ma part, je tiens à vous remercier. Vous êtes vraiment un beau groupe, c'est le fun. J'aime, il y a des personnes qu'on voit là, de façon plus régulière, de nouvelles personnes. J'apprécie. Annie, j'en suis sûr, apprécie également. Donc, merci de votre présence parce que notre récompense à nous, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec vous et aussi de voir l'intérêt et que c'est profitable. Et on se veut des agents de changement, Annie et moi. Donc, je dirais même des agents provocateurs, Annie. Absolument. Si on peut provoquer une transformation, c'est mon souhait, en fait. Donc, je sais que tu le partages. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, on va annoncer la thématique. Moi aussi, j'en fais de la publication si vous êtes lié à moi sur mon LinkedIn. Donc, je fais toujours la publication de l'enregistrement de la vidéo. Alors, faites du bruit, s'il vous plaît, pour nous aider à percer ce monde qui aspire à se transformer positivement. Alors, voilà, merci. À bientôt, à la semaine prochaine. On va annoncer la thématique dans nos réseaux respectifs. Donc, on va regarder ça. Merci. À la prochaine. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye-bye.